Désastre, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, ça veut dire la perte des astres. C'est-à-dire la désorientation totale, plus de lumière, plus rien. Le soleil est un astre. Matryoshka. Il y a donc des astres où on voit la lumière et puis le désastre où c'est la fin. Alors, quid de demain? Cette semaine, notre matrioshka est Bernard Stiegler. Ce philosophe et chercheur qui avait fondé l'IRI, qui est l'Institut de recherche et d'innovation, a toujours été très intéressé par notre devenir et par notre jeunesse. Il a par exemple travaillé sur la télévision et ce qu'elle a produit. Il a aussi travaillé sur l'automatisation et ce que ça a produit. Mais il s'intéresse aussi à notre activité sur la planète et à ses effets, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Alors face aux collapsologues de plus en plus nombreux qui annoncent la fin du monde, que dit Bernard Stiegler? Eh bien, il prend parti, celui de Youth for Climate, celui de Greta Thunberg. Il vient d'ailleurs d'écrire un livre à ce sujet, qu'appelle-t-on Penser, écrit avec un A, la leçon de Greta Thunberg. Écoutons-le, il tente de nous ouvrir les yeux. Ça renvoie à une question qui est le déni. Nous dénions tous, par exemple, le réchauffement climatique. Là, aujourd'hui, il fait très beau, il fait chaud, tout ça. Bon. Donc nous nous disons chouette. Par confort. Voilà, chouette, j'en profite. Et il faut en profiter en plus, il faut profiter de ce qui vient. Mais nous avons tendance à ne pas vouloir savoir, moi comme tout le monde est exposé à ça, à ne pas vouloir savoir que quand même, c'est pas très réjouissant en fait. En quoi Greta Thunberg apporte quelque chose quand elle parle? Est-ce qu'elle est juste une mascotte, un symbole, ou est-ce qu'elle apporte quelque chose dans sa vision du monde? Elle produit ce que Michel Foucault et les Grecs appelaient la parésia. Elle dit ce que personne ne veut dire. C'est ce qu'on traduit le mot parésia par le franc-parler. Elle parle franchement. Elle dit j'ai peur et je veux vous foutre la trouille. Mais c'est génial. Mais c'est pas du marketing? C'est pas du tout du marketing. Non, je pense que c'est une personne assez exceptionnelle. Elle est très en avance sur son âge et le paradoxe c'est qu'elle fait beaucoup plus jeune que son âge. Donc elle a une parole d'adulte très expérimenté d'une certaine manière, très sage. Et est-ce qu'elle a quelque chose de militant? Mais pour moi, c'est une grande qualité d'être militant. Mais après, ça dépend de ce qu'on entend par militant. Si c'est des gens qui disent « mais j'ai des responsabilités à prendre dans la vie, je les prends et je veux que les autres les prennent ». Parce que qu'est-ce qu'elle dit, Greta Thunberg? Prenez vos responsabilités. Je prends la responsabilité de vous mettre en situation de prendre vos responsabilités. C'est formidable. Ouf, voilà quelqu'un qui apparaît. Vous savez, le dernier livre de Henri Bergson, qui a pour titre « Les deux sources de la morale et de la religion », il fait toute une étude de l'histoire des sociétés. Et il montre que les grandes transformations se produisent toujours à travers des Greta Thunberg. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Donc je disais tout à l'heure, Greta Thunberg pratique la parésia. Michel Foucault parle de Solon. Solon, c'est quelqu'un d'extrêmement important. C'est le fondateur de la société grecque, de la polis grecque. C'est celui qui a dit on casse les tribus et on crée arbitrairement toute nouvelle organisation sociale. C'est Solon qui a fait ça. C'est la question de ce qu'on appelle la polis et la politeia, c'est-à-dire la citoyenneté. Mais il a eu beaucoup de problèmes, Solon. Les Grecs lui disent « mais tu es fou, tu es un fou ». Et Solon répond « on verra plus tard qui est fou ». La parésia a toujours quelque chose de fou, parce qu'elle est en avance de phase, on dirait. Voilà, donc elle apparaît totalement folle. Elle dit des choses, on se dit « mais c'est pas possible ». Mais sauf que c'est toujours ce qui n'est pas possible qui constitue l'avenir. Ce que vous écrivez pour votre prochain livre, c'est « vous êtes avec ». Youth for Climate. Tout à fait. Vous êtes avec. Ça veut dire quoi d'être avec? Je pense que quand on pense avec un E vraiment, on pense avec un A aussi, nécessairement. Alors parfois on pense avec un E soi, puis les héritiers pensent avec un A, ce qu'on a pensé avec un E, donc c'est la transmission là aussi. Youth for Climate, pour être clair, je les connais, personnellement, j'en connais trois. Ce sont des lycéens, voilà, français. Qu'est-ce qu'ils disent, eux, qui vous paraît intéressant comme parole qui permet d'aller plus loin? Il lance un appel au secours d'abord, comme Greta Thunberg. Voilà, nous avons lu les rapports du GIEC, 5,8 degrés d'augmentation de la température d'ici à la fin du siècle. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ça suffit, maintenant il faut se mettre à travailler. Transmettez-nous ce que vous savez et affrontons le sujet. Et donc ce qu'il a à transmettre là, Bernard Stiegler, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'il faut penser, c'est-à-dire réfléchir, pour pouvoir penser, le fameux penser avec un A, c'est-à-dire
guérir, arranger la situation. Oui, mais alors comment? Eh bien, en changeant notre logiciel, en utilisant nos outils, mais autrement, en changeant nos méthodes de production, de consommation, en redonnant de la valeur aux choses, en reprenant la main sur nos concepts qui sont aujourd'hui dictés par la Silicon Valley, mais avant tout en recréant du lien entre les générations. Voici quelques beaux défis, alors maintenant développons. Matryoshka. Il n'y a plus de transmission parce que les parents ne parlent plus à leurs enfants, et c'est pas du tout parce que c'est des mauvais parents, c'est parce qu'on les empêche de parler à leurs enfants, parce que voilà, les parents sont sur leur smartphone, c'est pas parce qu'ils sont des mauvais parents, c'est parce qu'on fait tout pour les rendre dépendants du smartphone. Les enfants sont encore beaucoup plus dépendants du smartphone, etc. Il n'y a plus d'échange. Et quand on sait que la psyché humaine se fait d'abord dans l'échange intergénérationnel dans la cellule familiale, c'est-à-dire entre le bébé et sa mère d'abord, et puis ensuite la fratrie et le père, ça c'est détruit. Moi je travaille en ce moment en Seine-Saint-Denis. Et à quoi est-ce que nous travaillons? Eh bien à des processus d'intoxication de tout petits enfants, parfois des bébés, même des bébés parfois d'une semaine, par les smartphones, et qui sont des processus d'intoxication tellement graves et profonds que les enfants sont devenus autistes. C'est-à-dire de quoi vous parlez quand vous parlez des processus d'intoxication d'un bébé d'une semaine? C'est quoi? De diverses choses. Ben, par exemple, une mère qui n'arrive pas à faire téter son enfant, qui ne prend pas le sein, comme on dit, eh bien, elle va mettre son smartphone devant le bébé. Et la luminance, le mouvement, va faire que ça va déclencher des automatismes, et il va se mettre à téter automatiquement. L'effet pervers de ça. Et donc, eh ben, elle va dire, bah, ça marche à tous les coups, donc elle va le faire à tous les coups. Un an après, la synaptogenèse du bébé, elle ne se fait pas. Pourquoi? Parce que la synaptogenèse d'un tout petit bébé, elle se fait d'abord par sa motricité, par ses mains, son toucher, etc. Or, tout passe par l'œil. L'œil et l'ouïe, pas du tout par le corps. Et c'est catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. Les gens souffrent de tout ça. Et ils en ont conscience. Plus ou moins. Mais ils le disent de plus en plus. Il suffit d'écouter. Alors, ils sont sur leur smartphone, scotchés comme ça. Mais en même temps, ils vont dans la discussion. Mais c'est tout le sujet. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on pense avec le A, comme vous dites? J'avais publié un livre, je crois que c'était en 2007 ou 2008, qui s'appelait Prendre soin, et le sous-titre c'était de la jeunesse et des générations. Donc où j'essayais de montrer que nous sommes dans une société, surtout après la Deuxième Guerre mondiale en France, qui est entièrement gouvernée par le marketing, c'est-à-dire par l'impératif de vendre. Un point c'est tout. Du coup, on se substitue pour pouvoir contrôler les comportements, les attentes, les soi-disant désirs qui deviennent des besoins puis finalement des pulsions. On avait parlé d'une enquête qui a été faite par l'Université du Maryland. En fait, l'enquête a duré 30 ans. Les Américains, ils sont très sérieux, hein, parce que moi je les critique beaucoup, mais quand même... Quand ils travaillent, ils bossent. Quand ils bossent, ils savent bosser, hein, c'est quelque chose, hein, c'est pas de la rigolade. Et 30 ans, 40 000 familles, ils ont suivi, 40 000 familles de téléspectateurs, pour comprendre ce que la télé faisait dans les familles. L'impact. Qu'est-ce que montrait cette enquête? Ces gens-là disent, nous sommes devenus toxicos, nous sommes dépressifs, mais ne nous enlevez pas la télé, parce que si vous enlevez la télé, on va se massacrer, on va s'entretuer. Et aujourd'hui, c'est bien pire encore, parce que maintenant, c'est pas simplement la télé, c'est Facebook et toutes ces horreurs. Voilà. C'est-à-dire ce même paradoxe amplifié entre... Amplifié, où là, la télé, elle vous pilotait 2, 3, 4 heures par jour, 5 heures par jour aux États-Unis, qui étaient très, très consommateurs, 2 heures de plus qu'en France. Mais aujourd'hui, c'est entre 10 et 12 heures par jour, avec les smartphones et tout ça. Il y a plus grave que ça encore. C'est de vous vider de votre être, de votre ego. L'ego étant une condition fondamentale de l'existence, parce que être égotique, égocentrique, narcissique et tout, c'est pas très bien, mais ne pas avoir d'ego, c'est pas bien du tout non plus. Un grand psychotique n'a pas d'ego. Voilà. Ça conduit à la psychose, précisément. Donc je pense que là-dessus, il faut travailler avec les jeunes générations. Ici, dans cet institut de recherche et innovation que j'ai créé au Centre Pompidou il y a 15 ans, nous avons développé des recherches avec des ingénieurs, des designers, etc., pour reconstituer du transgénérationnel et de l'intergénérationnel en utilisant les technologies à bon escient. Aujourd'hui, elles ne sont pas du tout, et elles sont abandonnées, c'est un scandale, par les pouvoirs publics français et les pouvoirs publics européens à la Silicon Valley. C'est une honte absolue, puisque c'est nous qui avons fait le web. Matryoshka. C'est nous, en France en particulier, avec la télématique, puis ensuite avec la Suisse et un Britannique qui est Tim Berners-Lee, qui avons constitué le web. Nous, avec les Belges, les Anglais
et les Suisses. Donc faire, c'est penser avec avancer avec un E, mais c'est aussi par rapport à ce que vous décrivez, et par c'est rapport produire des concepts. Au réseau, produire des concepts, mais aussi prendre la main d'une certaine façon, aussi par rapport. Oui, mais pour prendre la main, il faut d'abord produire des concepts. Pourquoi ? Par exemple, je critique beaucoup la Silicon Valley, et je connais très très bien ce qui se passe à la Silicon Valley. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des gens qui font des concepts. La manière dont ils les font, ça ne me plaît pas du tout, mais ce sont vraiment des concepts. Il faut quand même savoir que le fondateur de Google, il a étudié la philosophie, la physique et les mathématiques. Et ce sont des gens, le fondateur de PayPal, qui est d'ailleurs pour moi un des pires bons hommes qui se trouvent sur la planète, s'appelle Peter Thiel, c'est le conseiller de Donald Trump. C'est vraiment, lui, c'est un nuisible très haute dose, bon, mais il est extrêmement fort. C'est un physicien, il a étudié la philo aussi avec Girard, etc., etc. Donc il ne faut pas sous-estimer ces gens, ils sont extrêmement forts. Pendant ce temps-là, ici, on répète Marx, Lénine et tout ça. Ou Lacan même, calamiteux. Moi, je suis un lecteur de Marx, Lénine moins, Lacan beaucoup, Freud bien plus. Mais lire, ça ne veut pas dire répéter. Lire, ça veut dire fructifier. Ça veut dire transmettre. Et transmettre comment ? Alors pour moi, vous voyez, tous ces gens-là qui sont morts, ils constituent ce que j'appelle la nécromasse noétique. Il y a un grand chimiste soviétique qui s'appelait Vernadsky, qui était d'ailleurs un noble, qui n'était pas du tout un bolchevique, mais qui a été épargné par les bolcheviks parce qu'il était quand même un grand scientifique, donc ils avaient besoin de lui. Et finalement, ils l'ont laissé vivre. Donc Vernadsky a publié un texte très important en 1926 qui s'appelle La biosphère. C'est absolument génial comme texte. Tout le monde devrait lire ça. Tout le monde. Ça se lit très bien en plus. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, qu'est-ce que c'est que le vivant ? C'est ce qui se nourrit du mort. C'est-à-dire que pour que du maïs pousse, pour que des patates poussent, pour que du chien-dent pousse, il faut de l'herbe et des animaux et des bactéries et tout ça décomposé. Et donc qu'est-ce qu'on fait de la lecture de Marx et de Lacan ? Qu'est-ce qu'on construit de ça ? Quel concept on produit par rapport à ça ? D'abord, il faut le laisser se décomposer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des bactéries, des anaérobies et des aérobies qui décomposent tout ça. Donc c'est le travail des tâcherons, des profs, des trucs, des machins et tout ça. Il faut que ça se décompose et pour qu'il ressorte quoi ? Des fleurs absolument inattendues, encore plus belles que ces fleurs qu'étaient ces œuvres qui se sont décomposées, etc. C'est ça, en fait, le savoir. C'est comme ça que ça se produit. Et c'est un cycle, voilà. Et ça, alors, il y a des enterrements de première classe, comme on dit, on va vous empêcher, on va embaumer le corps, on va l'empêcher de se décomposer et tout, puis il ne se passera rien du tout. Ce que vous dites par rapport à la Silicon Valley, nous, on devrait faire quoi, justement ? Laisser décanter, mais agir comment pour... On devrait produire du concept aussi ? À partir de notre humus noétique, on a notre nécromasse noétique, et des vrais concepts alternatifs. Qu'est-ce que je veux dire pour être assez concret ? Il faut relire Marx aujourd'hui. Il faut le lire pas comme les marxistes du XXe ou du XIXe siècle. Il faut le lire, peut-être même pas comme un marxiste. Moi, je ne suis plus du tout marxiste. Mais par contre, il faut lire Marx parce que les descriptions que Marx fait du devenir du capital sont extrêmement importantes. Mais il faut le lire aussi pour voir où on peut plus se contenter de lui. Mais oui, c'est ça que nous dit Bernard Stiegler. Il ne faut pas répéter, mais il faut laisser décanter pour s'appuyer et s'inspirer de nos penseurs passés, reprendre leurs réflexions et l'ajuster à notre situation d'aujourd'hui avec nos yeux d'aujourd'hui. Voilà comment penser l'avenir, parce que, en effet, dans les 10 ans à venir, selon Stiegler, les changements à opérer sont des changements multiples et profonds de notre système, à commencer par le fonctionnement de l'économie. Matryoshka. Ça va super mal en ce moment. Super mal. On est au bord d'une nouvelle crise financière. Le système ne peut plus fonctionner. Tel qu'il existe, c'est plus possible, parce qu'il n'est pas solvable. Et en plus, il n'est pas soutenable. Il faut réévaluer toute la valeur, toutes les façons de compter ce qui vaut. Vous êtes dans le Sahara. Vous n'avez pas une goutte d'eau. Eh bien, vous avez 1 000 $ dans la poche. Il y a quelqu'un qui a une bouteille, un quart de litre d'Évian. Vous êtes prête à donner 1 000 $ pour le quart de litre d'Évian. C'est ça l'économie. C'est lié à la rareté. Si maintenant vous lisez le rapport du GIEC, qui vous dit, si dans les 10 ans qui viennent, on n'a pas changé les règles, tout le monde perd. Parce que tout le monde est dans le Sahara. Tout le monde est à chercher une bouteille de flotte et est prêt à payer $1 milliard une bouteille de flotte. Alors ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir à reconstruire l'économie autrement. Et à faire en sorte qu'on va bâtir l'économie pour valoriser ce qui permet de lutter contre l'entropie, de
diminuer l'Anthropocène, de sortir de l'Anthropocène, et on va pénaliser tout ce qui encourage l'Anthropocène. Aujourd'hui, le PIB, il encourage l'Anthropocène. Il est basé sur l'augmentation de l'entropie. Plus vous produisez d'entropie, plus vous gagnez de pognon, pour parler clairement. C'est-à-dire, par exemple, vous allez transporter des haricots verts du Kenya à Paris, voilà, que vous allez vendre 5 € les 300 grammes. Le type qui a fait pousser les haricots verts, il a été payé avec un coup de pied dans le derrière, parce qu'il n'a même pas de quoi manger, parce qu'avant il faisait du manioc et des choses comme ça pour avoir de quoi manger, mais là on lui a dit tu fais du haricot vert parce qu'on va le vendre aux blancs de Paris, et qui est-ce qui fait de l'argent avec ça? C'est les gens qui le transportent, et ça produit énormément de kérosène. En plus c'est du haricot vert qui est cultivé avec des engrais, etc. C'est une catastrophe écologique. Mais c'est ce qui rapporte le plus. Donc dans le PIB, c'est ce qui est le plus valorisé. Est-ce que de tout temps, je ne sais pas, si on reprend les années 50, on est quand même totalement sous le choc de ce que vous appelez d'ailleurs l'apocalypse nucléaire, c'est-à-dire du progrès et de l'effet induit qui fait que finalement on a l'impression qu'on peut toucher la fin d'un monde. Oui. Est-ce que finalement, il n'y a pas toujours, chaque décennie, un sentiment d'une fin possible pour une raison différente? Si, d'une manière ou d'une autre, oui. Mais sauf que le sentiment n'est pas le même. Dites-moi, est-ce qu'il est différent? Par exemple, moi je me souviens, j'étais en 1968, j'avais 16 ans, mais voilà, tout à fait par hasard, le jour où a commencé Place de la Sorbonne, les premières grenades lacrymogènes lancées par le CRS. Vous étiez là? J'étais juste en train d'acheter Don Juan de Molière chez Gilbert Jeune. Et donc, et du coup, j'ai vraiment, pur hasard, j'ai vu le démarrage du truc, et puis après, pendant 3 semaines, j'étais dans le truc. Et comme toute la jeunesse de la région parisienne, c'est plus ou moins. Bon. Et donc, j'ai un souvenir extrêmement vif encore de tout ça. C'est la première grande révolte contre la société consumériste. Parce qu'on a l'impression qu'on peut agir à ce moment-là. Oui, alors justement, ce que je veux dire, c'est que cette génération-là, elle était convaincue, non seulement qu'elle pouvait agir, mais qu'elle allait gagner en plus. Qu'elle allait changer le monde. Elle était absolument convaincue de ça. Et moi, je l'étais. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils peuvent le changer le monde? Non. Il y en a certains, peut-être. J'espère pour eux, d'ailleurs, d'une certaine manière, mais non, je ne crois pas. Mais alors, il y a quoi derrière? Il y a une non-transmission. Ce que j'appelle le désert. Donc, je disais tout à l'heure, Nietzsche a parlé du désert. Il a écrit une phrase très importante. Le désert croît. Il avait vu venir tout ça. Il appelle ça le nihilisme, en fait. Ce n'est pas le nihilisme tel qu'on en parle généralement. Les nihilistes, les gens qui croient à rien. Non, ce n'est pas du tout ça le nihilisme chez Nietzsche. Le nihilisme, c'est l'aplatissement de toutes les valeurs. C'est l'effacement de toutes les saillances, de toutes les exceptions, et c'est la médiocrité. Voilà, c'est de devenir moyen et médiocre de toute chose. Par rapport à ce capitalisme-là, demain, comment on fait? Eh bien, ce capitalisme, de toute façon, il est devenu insolvable. Il est insolvable aujourd'hui. Les subprimes, pourquoi est-ce qu'on a inventé les subprimes? On va dire que c'était de l'argent très spéculatif, avec des prêts très, très risqués, qui étaient très rémunérateurs. Mais non, on a inventé ça d'abord parce que le pouvoir d'achat des ouvriers américains à cette époque-là était énorme. Énorme. C'était une réalité, ça. Et ça, c'est une source du problème. Ça s'est écroulé. Ça s'est totalement écroulé. Et donc, comme ça s'écroulait, quel a été le problème qui se posait au capitalisme américain? Mais comment on va vendre? S'il n'y a plus de pouvoir d'achat, les gens ne peuvent plus acheter. Donc, ils ont fait des prêts absolument insolvables. On a créé de la dette. Et en faisant de la dette. On a créé de la dette. Des dizaines de milliers de milliards. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Ça s'est écroulé, parce que ça ne peut que s'écrouler. Matryoshka. Donc si on change ces modèles, et ça, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. On peut réorienter les choses. Absolument. On n'est pas obligé forcément d'aller dans le mur. Ah non, bien sûr que non. Il va y avoir de la casse, ça c'est certain. Il y en a déjà énormément, de toute façon, malheureusement. À partir de là, il faut créer une nouvelle conscience collective de l'intérêt commun. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut remettre en cause des modèles mathématiques, des modèles physiques, des modèles économiques, des modèles juridiques. Donc c'est vraiment du boulot. C'est pour ça que moi, j'essaye de rassembler les meilleurs de toutes ces disciplines pour les faire travailler ensemble. Et donc, nous sommes en train d'écrire un texte. Il est adressé à Antonio Guterres et à Youth for Climate. Et ce que nous disons, c'est qu'il y a une méthode, il est tout à fait possible de changer les choses, mais maintenant, il faut s'en donner les moyens. Donc, on fait une proposition. La proposition, c'est, Monsieur Guterres, faites voter par l'Assemblée des États membres 50 milliards de dollars pour lancer des laboratoires territoriaux, des territoires laboratoires. Pourquoi faire? Partout dans le monde, avec un appel d'offres.
avec des pays qui vont candidater, en disant « moi, je veux résoudre », en partant des hypothèses qu'on a développées. C'est-à-dire, on pose des problèmes et ensuite, il y a des appels d'offres pour y répondre de différents laboratoires. On pose des problèmes et on met en évidence des hypothèses, je ne vais pas dire de solutions, mais de la nature véritable des problèmes. Matryoshka. Vous avez 4 enfants, vous avez 7 petits-enfants. Moi aussi, j'ai des enfants, on en a tous, qu'on a adoptés, qu'on aime et tout ça. On leur dit quoi? Vous leur dites quoi? Qu'est-ce que vous voulez dans ce sujet de transmission à eux? C'est-à-dire qu'il y a notre responsabilité à nous, en tant que parents, d'une certaine façon, globalement, mais à eux. Ce que j'ai envie de leur dire, oui, c'est ce que dit la fée dans Peau d'âne, va et garde confiance. Il y a toujours un moment où on a la trouille pour son gosse. Voilà. On a la trouille parce qu'on se dit c'est en train de partir en vrille et il va se ramasser. Eh bien, il faut lui faire confiance. C'est absolument fondamental. Parce que la seule chose qui va lui donner de la force, c'est la confiance qu'on lui accorde. Voilà. Donc, moi je leur dis, allez et ayez confiance. Ce qui est une manière de leur dire que j'ai confiance en eux. Merci beaucoup Bernard Stiegler. Merci. Alors ayons confiance, vous dit Bernard Stiegler, avec tout son cœur, avec tout son esprit, avec tout son savoir. Merci à vous Bernard Stiegler pour tout ça. Matryoshka, c'est maintenant terminé. Qu'avez-vous pensé de cet entretien? Qu'avez-vous pensé de ce que nous a transmis Bernard Stiegler? Dites-le nous, commentez et puis partagez cette interview et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Nous on vous dit à très vite. Matryoshka.